En tant que Grecque, en tant qu'Européenne, en tant que citoyenne du monde, j'ai juste envie de dire que c'est que si nos racines sont bien établies, bien en profondeur dans nos communautés locales, dans nos pays, dans nos régions, dans nos villages, que nous serons assez forts pour être en même temps citoyens du monde. Ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est les deux. Il faut avoir des racines bien établies pour pousser comme un arbre fort, pour pouvoir après être citoyen du monde et penser à la planète et protéger la planète. Et je crois que ça a été une erreur peut-être de trop longtemps oublier que des mots comme Heimat en allemand, la patrie, le local, le petit, l'endroit d'où chacun de nous vient doit être non seulement respecté, mais mis en valeur et accepté comme une partie absolument indispensable de ce que nous sommes. Donc voilà, pour moi, la conscience européenne, c'est le local, l'européen, mais aussi être citoyen du monde. Quant à notre rôle de Centre culturel hellénique pour être les hôtes de cette soirée, je crois qu'on n'a pas besoin de beaucoup de justifications. Si un centre culturel ne s'intéresse pas à la question de la conscience européenne, à la question des valeurs, à la question de nos racines, et certainement un centre culturel grec, je crois que je n'ai pas besoin de rappeler l'origine du mot Europe. Une belle fille dans la mythologie grecque dont Zeus est tombé amoureux. Il serait peut-être temps qu'on retombe amoureux, nous aussi, de l'Europe d'aujourd'hui. Nous en avons besoin parce que si on veut réussir l'agenda de la transition, si nous voulons effectivement passer vers le nouveau paradigme, l'Europe doit être certainement à la tête de cette évolution et de ce mouvement. On voit difficilement d'autres parties du monde où cela peut venir. Pour l'Europe, ça doit devenir une priorité, notre agenda. Stephen Hawking nous dit « It can be done », ça peut être fait, nous pouvons le faire, en effet. La seule question qu'il convient peut-être de se poser, et c'est aussi la question à laquelle on va répondre ce soir, on va essayer de répondre un peu ce soir, c'est le rôle de la démocratie. Trop souvent, je crois, on oublie que la démocratie n'est pas un but en soi. La démocratie est là précisément pour réussir le vivre ensemble, pour réussir aussi le changement. Et malheureusement, on entend trop souvent récemment dire que la démocratie n'est pas le système politique le plus adapté si on veut réussir cette évolution, parce que les systèmes autoritaires seraient plus aptes à imposer le changement par le haut. Mais nous ne sommes pas d'accord avec ça. Nous croyons à une démocratie réelle, à une démocratie qui a besoin d'être, en effet, peut-être, certainement même réinventée, à une démocratie qui permet à chacun de participer, une démocratie inclusive, une démocratie qui s'appuie sur l'intelligence collective dont nous savons maintenant la capacité de répondre à des problèmes. Notre idée de la démocratie n'est pas uniquement une démocratie où les gens s'expriment, c'est avant tout l'idée d'une démocratie où les gens agissent. Et avec ces paroles-là, je passe le micro à mon amie et collègue Irène Papaligoura-Bataille pour qu'elle vous présente les premiers intervenants de ce soir. Je vous remercie beaucoup d'être venus et sachez que le Centre culturel hellénique, fidèle à sa mission, ne va pas manquer de vous rappeler que l'Europe est dans tous les agendas culturels de Paris ce printemps. Nous la voyons avec nos collègues du Théâtre de la Ville qui organisent tout un programme autour de l'Europe, mais vous la trouverez aussi à la Fondation Cartier, au Théâtre de l'Odéon. L'art a un rôle important à jouer, c'est un vecteur de changement. Il faut faire le lien avec les artistes, il faut que chacun sorte de notre silo pour aller réunir nos forces, parce que c'est que si on fait ça, qu'on va vraiment réussir à imposer ce que je crois nous sommes beaucoup plus nombreux à penser qu'on a l'impression. On est juste un peu trop dispersés.
Et j'espère que le petit nouveau dont j'ai parlé tout à l'heure, le World Human Forum, aura aussi son rôle à jouer. Et donc, vous nous retrouverez. Merci Irène, merci Jérôme, merci à tous qui ont travaillé pour organiser cette soirée. Je vous passe la parole. Bonjour à tous, bonsoir à tous. Nous allons commencer par une session de 3 intervenants qui vont nous parler de valeurs. Et nous allons commencer par notre ami Kostas Stamatopoulos, qui est un écrivain, il a écrit plus de 20 ouvrages, et un historien. Il est docteur en histoire byzantine. Il a fait aussi des études de théologie orthodoxe à Paris à l'Institut Saint-Serve. Et il va nous parler des racines européennes. Sachez qu'une partie de sa famille vient de l'extrême est de l'Europe, puisqu'ils sont de l'Asie mineure, même au-delà. Voilà. J'étais invité en historien que je suis de répondre à la question comment est-ce qu'on peut forger une nouvelle conscience européenne. Alors j'ai mis l'accent sur la valeur de l'éducation, qui doit à la fois créer des êtres qui soient bien enracinés dans leur propre tradition, qui soient également des sujets européens conscients du patrimoine culturel et de l'Europe, et de plus en plus sensibilisés dans leur vie quotidienne, dans le souci écologique et dans le combat pour la survie de la planète. Donc, concilier le souci écologique et puis essayer d'inclure dans tout ça une dimension spirituelle, n'est-ce pas, repenser et revivre et aspirer de nouveau à être au sens du sacré qui me paraît très important, et sans lequel, et qui pourrait constituer une espèce de ciment qui va attacher entre eux les différents éléments dont je viens de parler. De sorte que nous sommes parvenus au point où l'Europe, coupée de son passé, l'idée de sa substance est en train de devenir une simple réalité géographique. Un marché sans âme, selon le mot du président Macron dans sa récente adresse en faveur des idées, en faveur de l'idée et de l'Union européenne. En fait, la situation en est encore plus grave, car la déculturation n'est pas un état de choses neutre, un point de mort, une sorte de juste milieu. Ce genre d'équilibre s'avère en effet impossible partout où on a trait à l'âme humaine, qui d'un coup bascule de la santé à la folie. Ce qui, en l'occurrence, signifie que la déculturation est un vide en train de se remplir d'horreur et dans lequel l'homme, dans un état de négation absolue, de nihilisme, plonge dans une barbarie abyssale. J'ai parlé tout à l'heure des effets néfastes d'une certaine fatalité. Fatalité dans le sens où, à mon avis, nous ne faisons que récolter, dans un monde devenu déliquescent, les fruits de tout un millénaire. Nous voilà parvenus au stade ultime d'une situation créée par deux caractéristiques majeures de l'homme occidental depuis qu'il prit conscience de soi et dont il a forgé son identité. La première consiste à vouloir toujours aller de l'avant, selon une cadence que le progrès technique rend aujourd'hui affolante, dans le sens du développement et du progrès rectiligne, à vouloir toujours plus de biens, plus de puissance, afin de mieux dominer, de mieux exploiter, d'augmenter son profit, d'étendre son champ d'action, si possible à l'infini, insoucieux des dégâts et des laissés pour compte. Telle est la première caractéristique, qui d'un certain point de vue fit la grandeur de l'Occident et attira sur celui-ci des regards d'admiration et d'envie de la part de la terre entière. L'autre particularité tient au fait que l'homme occidental préfère avancer, non pas dans un esprit de synthèse, non pas selon le tout, mais au contraire par antithèse, opposition, rupture et rejet, en y mettant à chaque fois en exergue une des parties composantes du vivant à la place du tout,
partie à laquelle il arroge un droit d'exclusivité en y écartant parfois violemment tout le reste. Procéder de la sorte signifie qu'à chacune des étapes du devenir occidental, une seule des dimensions possibles subsiste. Une seule y est imposée, au détriment de toutes les autres, qui n'ont qu'à s'effacer. Inutile de préciser combien ce parcours est appauvrissant et réducteur, combien est violente, combien il nie la réalité, toujours si complexe et pluridimensionnelle, en y cherchant à imposer au cours de l'histoire, tantôt Dieu seul, tantôt l'homme sans Dieu, tantôt la religion sans la science, puis la science sans la religion. Il fut un temps où l'on massacrait au nom de Dieu. Il fut un autre où l'on faisait de même au nom de la raison. On fit pire ensuite au nom des idéologies. Il en est un maintenant où l'on sacrifie à la fois les humains et le cosmos sur l'autel de l'économie. Bien entendu, le Dieu en question n'avait rien de divin. La raison qui fit aussi autant de victimes n'en était pas une. Les idéologies s'avérèrent fausses et par conséquent immensément meurtrières, et l'économie prédatrice en train de dévaster la planète est à l'opposé de la gestion sage et planifiée, vivant sur les intérêts et non pas sur le capital, qui justifierait le nom d'économie, à savoir la gestion équilibrée de la maison, de notre maison qu'est la Terre. Il est aisé de voir combien ces deux axes se rejoignent et se recoupent, combien ils aboutissent tous les deux à l'épuisement des ressources de la planète, et combien la déculturation intellectuelle et politique est la conscience logique et fatale de ce dessèchement progressif. En d'autres mots, nous arrivons globalement au point où à l'apogée de la puissance matérielle correspond l'absence quasi totale de culture, la chute dans une évidente barbarie. C'est dire que du point de vue de l'environnement, seul désormais le glas de la planète, son d'alarme qui, au niveau des actes, émeut peu. C'est dire aussi que s'ouvre devant nous à nouveau la terrifiante perspective des régimes populistes et autoritaires. C'est dire enfin que nous voilà prêts à nous abandonner sans défense à une donnée nouvelle qui, mal employée, risque de nous faire basculer dans l'horreur, à savoir l'intelligence artificielle, et donc l'emprise sur nous d'objets sujets intelligents mais dépourvus de conscience. Les êtres humains ne le furent pas moins au cours du terrible XXe siècle, où 100 millions de gens périrent dans les conditions atroces que l'on sait, massacre inouï qui, par le jeu d'inexorables lois spirituelles, se répercute sur la nature où l'on assiste, en persévérant sur notre trajectoire génocidaire à l'assassinat systématique, méthodique des bêtes et des végétaux. Immense massacre des innocents qui s'accomplit comme ceux du passé, avec la complicité et dans l'indifférence du grand nombre. Que faire de ce passé et de ce présent insoutenable? En réaction par rapport à lui, nous fûmes tentés, d'une part, à faire table rase de l'histoire, et d'autre part, à chercher à s'en livrer dans la consommation, avec du coup finir par devenir des individus sans racines dans le sol, sans racines dans le ciel, ballottés au gré des vents et des secousses des marchés financiers et des caprices de l'économie mondiale. Des êtres sans repères, sans point d'attache, déboussolés. Échec donc et ratage patent, alors que la permanence de la crise économique, jointe à l'épuisement des ressources de la planète et de l'effondrement de la biosphère, donne par nécessité au consumérisme un coup définitif d'arrêt. En résulte, pour l'individu, dont la vie n'a plus d'autre sens, une énorme privation, une énorme frustration, qui suscite une énorme colère, une volonté de destruction et d'autodestruction. Au point où l'on est, il nous est impossible de rebrousser chemin, comme il nous est impossible d'avancer, de faire comme si de rien n'était. Enfin, il nous est impossible de refaire à nôtre les valeurs de jadis. Celle de la liberté, certes noble, entre toutes, ne suffit pas toute seule. Trop vaste, trop abstraite, elle inclut trop de choses et leur contraire, ainsi que les germes de sa propre négation. Pour qu'elle acquiert une consistance, il lui faut donc s'écarner, d'une part, dans des actes, et d'autre part, il faudrait qu'elle enfonce et étende ses racines dans un terroir donné, d'où l'irremplaçable apport de l'éducation, qui est appelé dans tous les pays de l'Union européenne à former le citoyen européen de demain, l'habitant de cette Europe qui, grâce à l'éducation offerte et répandue à tous, est une quant à son essence et multiple quant à ses expressions. Éducation dont le contenu et le but visé sont à l'opposé du faux cosmopolitisme, qui, dans le meilleur des cas, nous transformerait tous en touristes, en être ayant sur les choses une vue tout extérieure et distraite. C'est en effet par l'approfondissement des racines que nous nous ouvrirons à l'universel. Le chemin inverse, qui en somme est celui sur lequel on piétine, et
on stagne depuis déjà un trop long moment, ne peut aboutir que sur un immense péché. La tâche accomplie est immense, car il s'agit ni plus ni moins d'un réapprentissage européen. 2 mesures me paraissent praticables pour commencer. La première consiste à refaire connaissance avec notre patrimoine architectural, en particulier, et culturel en général, patrimoine qui nous servira de guide du fait qu'il incarne des valeurs que j'appellerai essentielles. Alors, bonsoir. Je suis très heureuse d'avoir participé à cette soirée organisée par le World Human Forum, le Centre hellénique et les autres organisations, Fondation de la Transition et Observatoire des valeurs. C'est important que l'on travaille aussi nombreux sur les valeurs européennes, sur la conscience européenne, sur l'origine de cette conscience européenne et sur la manière dont aujourd'hui elle doit s'appliquer autour de nous, dans nos différents pays. Et ce qui était extraordinaire, c'est que nous n'avions pas fatalement des visions partagées, mais qu'on a beaucoup parlé de la force de l'Europe qui est sa diversité et aussi de cette culture partagée que nous avons tous les pays européens, cette complémentarité entre le nord, le sud, l'est, l'ouest. Et j'ai trouvé que c'était vraiment formidable de pouvoir entendre des points de vue différents, les illustrer avec des histoires différentes et tout ça pour faire ensemble l'Europe de demain. Merci Constantin Costas de ce que vous avez dit et vous nous avez emmené très haut au niveau de la métamorphose, des valeurs européennes de la métamorphose et de la métanoïa. Je ne crois pas que j'arriverai aussi haut, mais je voulais vous dire merci. Et derrière ce que Costas vient de nous dire, je voudrais ancrer ces valeurs européennes dans la réalité et les regarder sous 3 angles. D'abord, sous l'angle de la prise de conscience historique de ce qu'est l'Europe. Ensuite, aujourd'hui, voir comment cette prise de conscience s'exprime. Et ensuite, vous parler de demain. Demain, ce que le monde attend de l'Europe. Alors, la prise de conscience. Je vais remonter à l'anthropologie. Homo sapiens est un animal qui, pour survivre, a su s'adapter à toutes sortes d'environnements, les plus divers. Et aujourd'hui, nous vivons un complet bouleversement de la planète. Et nous vivons dans des sociétés qui sont de plus en plus vivantes, c'est-à-dire de plus en plus complexes, parce que le vivant engendre de la complexité. Toutes nos structures traditionnelles sont emportées par un très grand mouvement de transformation et de métamorphose. Et c'est ce que Alain Lupian a écrit dans son livre, qui va être réédité le 1er mai chez Erol, Homo sapiens, la métamorphose humaniste. Et dans ce grand mouvement, nous devons être conscients de la place de l'Europe. C'est là le sujet. C'est-à-dire que les valeurs européennes, est-ce qu'elles peuvent aider le monde à comprendre ce grand bouleversement? Alors reprenons ce que nous a dit Costas. L'Europe, c'est un espace. C'est un espace qui est fondé sur la diversité géographique, socioculturelle, ethnique. Il n'y a pas de One European Way of Life. Qu'on soit à Stockholm ou à Naples, on vit complètement différemment. Et c'est donc la diversité plus une culture partagée. Et ça, cette culture, nous la ressentons très fort. Disons qu'elle pouvait prendre ses racines à la Grotte Chauvet,
mais que bien sûr c'est l'héritage gréco-romain, que bien sûr c'est l'héritage judéo-chrétien, et que bien sûr c'est aussi tout l'héritage oriental que nous ne devons pas oublier. Et les signes de cette culture partagée, comme l'a dit Kostas, vous l'avez dans l'art européen, particulièrement dans l'architecture. Si vous vous promenez du Portugal à la Norvège, vous vous trouvez devant les mêmes églises gothiques. Alors, par cette diversité originelle, l'Europe est capable de s'adapter à un monde en pleine métamorphose. Et c'est là notre force. C'est là où le monde nous attend parce que nous avons des clés. On s'est beaucoup tapé dessus, mais maintenant on a trouvé les clés pour savoir vivre en paix dans cette complète diversité. Et l'Europe a déjà vécu 2 fois cette métamorphose sociétale. La première, vous la connaissez par cœur, c'est la Renaissance. C'est ce que le grand sociologue allemand Norbert Elias a décrit sous forme de processus de civilisation, vous retenez bien le mot parce qu'il s'applique aujourd'hui, et qui nous entraîne de l'ère féodale à une Europe des États et de la bourgeoisie. Et puis il y a les métamorphoses. Alors ça nous a amené à la grande révolution industrielle du XIXe siècle, mais aussi, il faut bien dire, aux catastrophes du XXe siècle. Et puis la métamorphose d'aujourd'hui, ce qui est en train de se passer, ce grand bouleversement des sociétés qui probablement a commencé il y a une centaine d'années, et qui font que les individus noyés dans la masse sont devenus des personnes à part entière. Et que toutes nos institutions traditionnelles préétablies sont emportées dans cette métamorphose. Ces personnes veulent décider de leur propre destin. Et c'est ça qui complique énormément la tâche des gouvernants aujourd'hui. Et cette deuxième métamorphose, qui est une métamorphose personnaliste, c'est, certains emploient le terme de deuxième renaissance de l'Europe, c'est un élément essentiel que nous devons voir devant nous. Ça, c'est la prise de conscience. Et aujourd'hui, comment est-ce que ça s'exprime? Alors, depuis 1945, l'Europe, c'était l'acceptation positive de la diversité, le désir de paix et l'humanisme personnalisé. En matière politique, cela se déclinait en État-providence. Malheureusement, l'État-providence, quand il y a des crises économiques, c'est plus difficile. Aujourd'hui, en matière politique, cela se décline, et vous le sentez bien, en recherche du bien commun, en recherche du sens. Est-ce que c'est ce que vous voyez avec vos jeunes qui tout d'un coup abandonnent des positions confortables qu'ils ont dans les grandes entreprises pour se lancer dans des start-up qui ne sont pas toujours à intérêt financier, mais pour pouvoir rechercher du sens. Et la recherche du bien commun, c'est ce que nous avons dans la rue, et c'est un élément essentiel qu'on doit avoir devant nous, c'est la déclinaison politique de ce que nous a exprimé Kostas. Je suis ravie de cette soirée, tout comme Jérôme. On a beaucoup travaillé tous les deux en dialogue pour la préparer. Alors, ce qui m'a plu, moi, c'est les contacts que les gens ont pu nouer après et l'enthousiasme de certaines personnes, d'ailleurs pas toutes jeunes, auxquelles je ne m'attendais pas du tout. Également, ça m'a conforté dans notre idée que ce qu'on essaye de mettre en avant dans le World Human Forum est très valable, puisque des personnes totalement étrangères à notre forum ont dit à peu près la même chose. Ονομάζομαι Ιωάννα Ζαχαράκη, είμαι φιλόλογος και κοινωνιολόγος. Εργάζομαι σε κοινωνικό φορέα ως εισηγήτρια σύμβουλος για θέματα κοινωνικής ένταξης και διαπολιτισμικότητας. Διδάσκω στο Πανεπιστήμιο του Μπόχουμ ως εντεταλμένη καθηγήτρια. Έχω εκδώσει διάφορα επιστημονικά συγγράμματα
ερευνώ διδακτικές μεθόδους επιμόρφωσης και διεξάγω διάφορα σεμινάρια για ανθρώπινες αξίες σε καθηγητές και σε υπαλλήλους. Alors, Ioanna est philologue et sociologue. Elle est membre du conseil sociétal de l'université, de la région de Rhénanie. Et elle est professeure à l'université de Bochum. Elle enseigne aussi les valeurs auprès de jeunes et de parents et de professeurs dans toute la région de la Rhénanie. Πώς σου ήρθε η ιδέα να κάνεις την Ακαδημία Αξιών? Pourquoi avez-vous créé cette Académie des Valeurs? Στη διδακτική μου αυτή εργασία διαπίστωσα ότι τους συμμετέχοντες τους απασχολούσε και ανησυχούσαν για την εξέλιξη της κοινωνίας. Έθεταν τα ερωτήματα, τι ικανότητες πρέπει να έχουμε σήμερα να αντισταθούμε, ήθελαν να πληροφορηθούν για τα αίτια της εξέλιξης της κοινωνίας και επίσης έθεταν το ερώτημα αν η πολιτεία και η εκπαίδευση εκπαιδεύει τους νέους να είναι άξιοι και ικανοί να ανταπεξέλθουν στις αναγκαιότητες. Alors, elle s'est vue poser la question par beaucoup de parents et d'enfants sur les valeurs de la société actuelle, le cours des choses, vers quoi on tend, vers beaucoup parler de non-sens. Et on lui a demandé si elle pouvait développer une méthode, une pédagogie pour essayer de donner une signification à tout ça et d'éduquer les jeunes pour qu'ils aient des valeurs, comme a dit Constantin tout à l'heure, enracinées profondément, à partir desquelles ils pourraient se développer. Αυτές οι διαπιστώσεις και ειδικά και επίσης και οι συζητήσεις με τους εκπαιδευτικούς για τις αναγκαιότητες στην εκπαίδευση και στη στήριξη των νέων ήταν η αιτία να ασχοληθώ με αυτό το θέμα, να ερευνήσω εκπαιδευτικές διδακτικές μεθόδους, να διεξάγω ένα τριετές πρόγραμμα σε ένα συγκεκριμένο σχολείο και να εκπονήσω διδακτικό υλικό για ανθρώπινες αξίες που θέτουν στο επίκεντρο την ενίσχυση της προσωπικότητας, την εκπαίδευση ήθους και την καλλιέργεια του χαρακτήρα. Alors, pour toutes ces raisons, elle a décidé de faire une expérience pilote qui a eu lieu pendant 3 ans dans une école dans la région où elle habite, qui est la région de Solingen. Et elle a monté un programme sur les valeurs pour essayer de répondre aux besoins des jeunes qui, à cause du stress, du changement permanent dans les rythmes de la vie actuelle, ne s'y retrouvaient plus, n'avaient plus aucun repère et cherchaient où s'appuyer. Et de ce fait, elle a décidé, comme elle va nous expliquer maintenant, de développer des valeurs liées sur les valeurs platoniques et les valeurs de la philokalie chrétienne. Για εξήγησές πώς αυτές οι πλατωνικές και οι φιλοκάλιες, σε βοηθήσαν να κάνεις το πρόγραμμα. Βλέποντας ότι οι νέοι σήμερα ζουν σε μια κοινωνία της ύλης, της υπερκατανάλωσης και των γρήγορων ρυθμών, σε μια κοινωνία που μετράει η απόδοση, η αύξηση και η ανάπτυξη, και βλέπουμε ότι τους περισσότερους τους απασχολεί η μόνιμη επιθυμία του περισσότερου, περισσότερη προσωπική εμπειρία, περισσότερη κατανάλωση, περισσότερα λεφτά, αντί για την ποιότητα ζωής. Παίζει ρόλο η ποσότητα. Το είμαι και το υπάρχω στη ζωή εκτοπίζεται από το έχω, στο επίκεντρο είναι το εγώ, οι αξίες και οι τρόποι
ζωής αλλοιώνονται και η συνύπαρξη με το διαφορετικό μέσα στην οικογένεια, στο περιβάλλον που ζούμε και στην οικογένεια και στην εργασία και στην κοινωνία μας κουράζει. Alors, elle nous explique que la société actuelle est une société de consommation, de capitalisme qui est axée sur l'avoir et pas sur l'être, et qu'il fallait absolument trouver un moyen de déplacer le centre sur le fait d'exister, d'être en relation avec les autres personnes, et de se dire ce n'est pas le capitalisme, ce n'est pas acquérir toujours plus qui va me rendre plus heureux et plus serein, et que qu'il faut absolument trouver un autre équilibre pour que ces jeunes-là réussissent leur vie. Et c'est à cause de ça qu'elle s'est basée sur les valeurs de Platon, mais aussi la philokalie, parce que la philokalie apporte la prière intérieure et une espèce de spiritualité, de méditation que ces jeunes-là ne connaissaient absolument pas. There's this quote, I don't know by whom it is, but it came to my mind during today's conference. It says, if many small people if a lot of small people in a lot of small places do a lot of small things, they can change the face of the world. And today showed that there are so many great things going on in different countries in this world, and we came together today and had the same visions, the same dreams, and I think, it has started now, maybe the revolution to a better world, to a more tolerant world, a respectful world, where the human becomes the focus of the world again. We'll start today. Merci pour l'invitation. Au départ, on ne m'avait pas dit, sinon j'aurais dit non. Alors, on m'avait dit que le sujet était plus relatif à l'écologie et au rapport de l'écologie avec l'Europe, ce qui est un sujet qui est évidemment un sujet transversal, qui va pour moi au-delà des appartenances politiques, a fortiori en période électorale. Donc j'ai pas envie de faire du prosélytisme en rien. J'ai tout simplement envie de répondre à la question qui a été évoquée et dont on m'a demandé de parler rapidement, donc je vous rassure, je ne vais pas être trop long, sur l'écologie comme valeur européenne et la possibilité d'inscrire l'écologie comme étant peut-être le ciment d'un nouvel humanisme et d'une nouvelle capacité à être ensemble. Et ça, c'est un sujet qui, je pense, est un sujet aussi important quasiment, et j'ai entendu tout à l'heure l'intervention autour de la Renaissance et de la manière dont on a repensé le rapport à l'homme et le rapport à la spiritualité, la temporalité, etc., la séparation. Je pense que nous sommes à un moment très particulier, et je ne le dis pas simplement pour l'Europe, mais je dirai un mot tout à l'heure pour l'Europe, bien sûr. Mais on a un moment très particulier de notre civilisation humaine où nous devons intégrer, et c'est ça que l'écologie porte, un nouveau rapport au vivant, une nouvelle solidarité au vivant. Ne plus nous positionner comme l'a fait la Renaissance, mais comme l'a pensé aussi Descartes et comme l'avaient pensé les religions précédemment, du moins les religions du livre, la prééminence de l'être humain et le fait que, globalement, la nature, la planète, était là pour le servir. Et qu'on pouvait librement se servir, puisque soit la création, soit notre génie, si on était scientiste ou si on était religieux, finalement tout était là pour nous. Et on a atteint un phénomène maintenant qui devient irréversible, qui est celui de la finitude des ressources. Et toute notre société, y compris de solidarité, toute la pensée socialiste, mais pas que, la pensée social-démocrate et au-delà la pensée chrétienne sociale, elle s'est faite sur un juste partage des richesses, ou un plus juste partage des richesses. Et on a conçu nos sociétés sur cette base-là. Nous allons produire plus, nous allons produire mieux, dans des conditions parfois d'exploitation terrible de l'être humain, mais il y a eu, je vais dire, des mouvements sociaux pour essayer de compenser cette exploitation.
Mais surtout, on va partager le produit de cette expansion et de cette richesse. Et on va le faire au prix de pillage, pour nos grands empires, de pillage des pays du Sud, des pillages, etc., des ressources, des matières premières. Tout ça a été une évolution qui allait de pair avec la révolution industrielle, mais qui venait d'une pensée de prééminence de la place de l'homme à l'intérieur de son environnement. Et ce qu'amène l'écologie, et ce que peut amener l'Europe, il n'y a que l'Europe qui, en l'état de la planète, peut le reconstruire. C'est un nouveau rapport, et je l'ai dit tout à l'heure, une nouvelle solidarité au vivant. La solidarité au vivant, elle passe d'abord par la prise de conscience de la place de l'être humain dans son environnement. Et ça, c'est une révolution, et c'est pour ça que je dis, elle est aussi importante que celle de la Renaissance. C'est remettre en cause nos certitudes sur le fait que tout ce qui est autour de nous, nous devons le dominer. On peut l'apprivoiser, on peut faire tout ce qu'on veut, mais en réalité, on veut le dominer. Donc nous devons revenir là-dessus. Et nous devons le faire avec la tempérance que nous impose notre capacité à nous fixer des limites. Vous savez que Castoriadis disait que le degré d'une civilisation moderne se mesure à sa capacité à se donner des limites. Et quand il a dit ça, il a tout dit. Il a tout dit parce que nous avons la capacité de faire, de détruire, de continuer le chemin que nous avons depuis des années mis en œuvre, des décennies, voire parfois des siècles. Nous avons cette capacité de le faire. La science nous le permet. Notre puissance nous le permet. Et le défi qui nous est présenté, c'est de ne pas le faire. Et de ne pas le faire veut dire que nous devons nous doter d'une conscience et d'une spiritualité, mais au sens, j'allais dire matérialiste, non, mais au sens temporel du terme. Pas au sens religieux, on peut le faire au sens religieux, mais sortons de la question religieuse. Nous devons nous donner une spiritualité qui fasse en sorte que nous sortions d'un matérialisme actif. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'en tant qu'écologiste, j'ai autant de critiques à porter au modèle socialiste que de critiques à porter au modèle libéral ou capitaliste. Et ça, je suis prêt, et ce n'est pas l'objet du débat aujourd'hui, mais je suis prêt à développer cette thèse. Je considère que le productivisme, qui nous a conduits là où l'on est, et je ne suis pas en train de revenir en arrière en disant ce qui s'est passé avant n'était pas bien. Je n'ai pas jugé ça. Je dis simplement que ce qui était avant n'est plus possible maintenant. Et il n'est plus possible si nous voulons garder notre civilisation. Si nous voulons que le terme humanité ait encore un sens dans les années qui viennent, alors nous devons repenser notre monde. Et là où l'Europe a un rôle à jouer, et j'ai entendu tout à l'heure que le monde attendait l'Europe. J'aimerais bien vous croire. J'aimerais tellement vous croire. L'Europe est quasiment le seul espace de paix et de démocratie, avec toutes les critiques qu'on peut faire sur... Ok, on ne va pas rentrer dans ce débat-là, mais l'Europe est un des derniers espaces sur le continent Terre où on essaye d'équilibrer, je dis bien où on essaye d'équilibrer la question de l'économie avec la question sociale, avec la question environnementale, et où on essaye de fixer des limites. C'est ça. Alors je ne sais pas si c'est une valeur, mais nous avons des principes. Nous avons des principes qui se déclinent, l'état de droit, la démocratie, le respect, etc., des minorités. Très bien. Nous avons aussi des valeurs, mais les valeurs, elles sont dures à décliner en droit. En revanche, les principes, on peut le faire, et on doit le faire. Les valeurs doivent nous guider. Par exemple, la valeur de solidarité doit nous guider dans un monde où des millions de personnes sont déplacées à cause, clairement, du dérèglement climatique, dont nous sommes, pour une grande part, à l'origine. Donc, nous devons intégrer ces données-là, et non le reste du monde ne nous attend pas vraiment. Et donc, à la question qui m'était posée virtuellement avant que j'intervienne, qui était de savoir si l'écologie, finalement, est une ou un des horizons partagés d'une Europe qu'on préserverait, ma réponse est clairement oui. Ma réponse est clairement oui, et ceux qui se rattachent aux vieilles valeurs de l'Europe en disant « je les respecte », je dis simplement que maintenant nous devons regarder devant nous. Et si nous voulons préserver ce que nous considérons être nos valeurs fondatrices, que ce soit la liberté, l'égalité, la fraternité, les solidarités, l'humanisme au sens large, que la Renaissance et derrière les Lumières ont pu nous apporter, alors
nous devons effectivement intégrer la dimension écologique dans l'ensemble de nos choix, qu'ils soient économiques, qu'ils soient politiques, qu'ils soient sociaux, etc. Sinon, nous n'aurons pas la possibilité, je dis bien nous n'aurons pas la possibilité, dans le monde qui vient, de pouvoir continuer à défendre ces valeurs. Alors cette soirée, cette conférence est le résultat d'un travail commun entre le World Human Forum, l'Observatoire des valeurs et la Fondation des transitions. C'est surtout un travail qui a été tout à fait enthousiasmant, fait dans une bonne intelligence et une grande joie de vivre, et avec un résultat qui est tout à fait étonnant. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant d'avis que de personnes. Et Pierluigi D'Assoli me disait, c'est extraordinaire, pour une fois qu'il y a une soirée et une conférence où on a des sujets qui sont variés. Donc j'estime, en entendant ça, que finalement c'est relativement un succès. Et je suis très très content que ces différentes personnes soient réunies. Donc merci encore au World Human Forum, au Centre culturel hellénique, à la Fondation des transitions et à l'Observatoire des valeurs de nous avoir donné une chance pareille d'une conférence aussi intéressante. Bonsoir. Alors je suis le président, je ne suis pas chroniqueur sur LCI, mais sur BFM TV. Voilà, et je suis surtout le fondateur du magazine Opinion Internationale. Et au niveau de... alors je voulais remercier deux personnes dans la salle. Je voulais d'abord remercier Gilles Béraud, qui a pensé à m'inviter, et merci à toi. Gilles, ça fait quelques années qu'on se suit mutuellement. Mais j'aimerais commencer avant tout par saluer M. D'Astoli, parce que je ne pouvais pas rester jusqu'à la fin. Et en fait, comme je vous le disais tout à l'heure, on s'est connus en 1985, j'avais 17 ans je crois, à Milan, un des nombreux sommets des chefs d'État européens, c'était à Milan cette année-là. À l'époque, j'étais secrétaire général des jeunes européens fédéralistes France, et vous étiez déjà, je crois, parmi les dirigeants du mouvement européen, et donc en vous voyant, j'ai rajeuni de quelques années. Merci. En fait, moi, mon rapport d'étonnement, comme on m'a demandé de le faire, en fait, c'est une manière de compléter ce qu'a dit Pascal Durand, le député Pascal Durand, c'est que, bien sûr que l'écologie est très très importante et elle est vitale pour nous, mais je ne sais pas si elle est vitale pour l'Europe, elle est vitale pour l'humanité. Je ne sais pas si elle est en soi constitutive du projet européen. On n'en a pas le monopole, et c'est vrai que le monde n'attend pas l'Europe, notamment sur la question écologique. Les Chinois s'investissent très fortement dans cette révolution environnementale dont on a besoin. Bien entendu, l'Europe fait partie des fers de lance de cet engagement. C'est à Paris que l'espoir a rené avec les accords de Paris sur le climat. Mais je ne suis pas certain que l'Europe ait le monopole de cette question. En revanche, concernant la conscience européenne, la civilisation européenne, je pense que le drame que nous vivons, c'est qu'en fait, la fondation opérationnelle de l'idée d'Europe, elle est mal partie au départ. Et aujourd'hui, on en paye très très fort le prix. C'est qu'en fait, on est parti sur un projet économique, alors qu'au départ, l'idée était politique. Et je pense que s'il manque une chose, et la seule chose qui va pouvoir sauver l'Europe, s'il n'est pas trop tard, et je pense qu'il n'est pas trop tard, même si on s'approche d'une échéance un petit peu irréversible, c'est qu'il faut essayer de redonner au projet politique sa force et sa vigueur. Et j'en veux pour preuve un sondage qui est sorti la semaine dernière, qui m'a beaucoup surpris. Il m'a surpris à tel point que je me suis demandé si ce n'était pas vraiment un sondage de commande profondément orienté par ceux qui l'avaient commandé. C'est le sondage qu'a publié Odoxa pour le Parisien sur la question de savoir si les Français étaient pour une armée européenne. Et à ma grande surprise, 60% des Français se disaient pour une armée européenne. Les Français sont donc très européens, très pro-européens, peut-être beaucoup plus que ce que l'on croit et de ce que l'air du temps nous laisse entendre. Or, moi j'aimerais revenir quelques décennies en arrière. 1954. En 1954, c'est là qu'à mon avis s'est joué le destin de l'Europe. Qu'est-ce qui s'est passé en 1954 ? En 1954, il y a eu un projet de traité pour un embryon d'armée européenne, présenté par les Allemands aux Français,
coélaboré entre les Allemands et les Français. Et quand la question est arrivée en discussion à la Chambre des députés français, à l'époque on était sur la 4e République, le Premier ministre d'alors, grand monsieur par ailleurs, Pierre Mendès France, a préféré mettre le dossier un petit peu de côté et d'éviter un vote qui peut-être aurait changé le sens de l'histoire. Et dans ce projet d'embryon d'armée européenne, il y avait une annexe qui créait un traité politique européen et qui allait emmener l'Europe sur un chemin de la création non pas d'une CE, quelques années après, Communauté économique européenne, mais d'une CEP, une Communauté politique européenne. Et je pense que là, ça aurait changé les choses. Et la question qui se pose aujourd'hui, et ce qui, moi, me chagrine très fortement, lorsque j'entends les grands discours de nos hommes politiques, de nos femmes et de nos hommes politiques qui essayent de relancer l'Europe, à commencer par Emmanuel Macron, qui est peut-être un des seuls, et c'est déjà très bien, qui assume son plaidoyer européen, qui assume son attachement aux valeurs de l'Europe. Ceci dit, je trouve que sur le volet politique, ils sont faibles. Ils n'osent pas aller jusqu'à des propositions de refondation d'une Europe politique qui permettrait de relancer l'Europe tout court, parce que le modèle économique, lui, est arrivé à son épuisement. Donc je pense, moi, qu'il n'y aura pas de conscience européenne, il n'y aura pas de valeurs européennes préservées, renouvelées, redynamisées, sans un projet politique, sans une relance politique de l'Europe, plus qu'une Europe économique, plus qu'une Europe de l'écologie, plus qu'une Europe de tout ce que vous voulez. Non, le projet initial, il est politique. Et d'ailleurs, les raisons de la construction européenne étaient politiques au départ. Donc il faut redonner, réinsuffler du politique. Et ma conviction, mon intuition, c'est que les citoyens, les électeurs suivraient davantage vers ce chemin-là que le chemin d'un réaménagement de l'Europe telle qu'elle est aujourd'hui. J'ajoute un point qui est absolument dramatique et qui compromet d'ailleurs ce projet politique. C'est que lorsqu'on a voulu insuffler ces dernières années du politique dans ce monstre qu'est l'Union européenne, et je le dis parce que c'est vraiment devenu totalement monstrueux la façon dont l'Union européenne fonctionne, c'est qu'on a mis de la complexité et de l'incompréhension complète en voulant rajouter un peu de politique. Je l'ai écrit dans un édito il y a quelques jours, qui a fait grincer quelques dents dans certains milieux pro-européens en France, mais je l'assume. C'est que moi, personnellement, j'en veux beaucoup à Valéry Giscard d'Estaing sur un point très précis, c'est que c'est lui qui a présidé à la rédaction du projet de traité constitutionnel européen qui, en 2005, a été rejeté par référendum par les Français. La Fondation des transitions est un think tank. On cherche comment changer d'échelle à la convergence du numérique, du développement durable, des nouvelles gouvernances. Il nous a semblé important de continuer un travail déjà ancien sur les questions des valeurs et donc de s'associer à l'occasion de ces élections européennes avec le Human Forum de Delft, avec l'Observatoire des valeurs, pour réfléchir à quelles sont ces valeurs de transition et est-ce que les questions des transitions est même encore un sujet au niveau européen. Comment on va embarquer tout le monde, et notamment ces plus jeunes, ces jeunes des civilisations numériques qui ne regardent pas la télévision, qui ne lisent pas les journaux, et pour certains qui vont voter, puisque ces élections européennes de 2019 sont l'opportunité pour certains d'entre eux de voter la première fois. En tout cas, c'est la première fois que certains enfants du siècle, qui n'ont pas connu le XXe siècle, peuvent voter, et c'est l'Europe, et effectivement ça nous questionne sur quelles sont leurs valeurs et leurs motivations à voter, en espérant qu'ils le fassent. On a 3 intervenants pour nous parler. On va commencer avec Anaïs, que j'ai l'occasion j'ai rencontré il y a quelques semaines maintenant, parce que je travaille un peu avec FAS, et elle a un engagement politique, un engagement dans sa profession vers le social, donc je trouvais intéressant de l'entendre aujourd'hui. Elle a une autre qualité, c'est qu'elle a moins de 30 ans. Bon, alors, qui a moins de 30 ans dans la salle? Ah, pas mal. On n'a pas trop mal joué, chers co-organisateurs. Donc, on va commencer avec Anaïs. Ça fait encore rêver l'Europe. Voilà, quelle vision de l'Europe, quand on voit l'espèce de
cacophonie insupportable de ce débat en France, pardon pour nos amis des autres pays, mais on a totalement souffert la semaine dernière. Moi j'ai tenu 10 minutes, et encore parce que j'étais dans la voiture, je ne sais pas si j'aurais tenu autre, les valeurs, les machins, tout ça, c'était juste pas là, quoi. Donc la question maintenant, c'est qu'est-ce qui va faire, qui va donner envie aux plus jeunes de voter. Et je vous rappelle que c'est la première fois en France, en tout cas, mais dans la plupart des pays européens, que des enfants qui n'ont pas connu le siècle d'avant votent. C'est un symbole important, je crois. Anaïs. Tout à fait. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Je voudrais d'abord réagir sur le clip, qui est aussi un élément de réponse à la question que tu poses, Gilles. Je pense qu'effectivement, adapter les modes de communication, adapter aussi les messages à la jeune génération est évidemment un moyen de l'atteindre. Donc je suis, comme on l'a bien dit, engagée à la fois en politique en tant que vice-présidente des Jeunes démocrates. Je suis aussi membre des Jeunes européens. Et donc, comme vous l'imaginez, je participe à beaucoup d'événements qui croisent notamment Europe et jeunesse. Et lors de ces événements, il y a un projet et un mot d'ordre qui revient souvent. Le projet, vous le connaissez tous, c'est Erasmus. Et on entend des intervenants dire « Ah oui, aujourd'hui, c'est la génération Erasmus, les jeunes sont beaucoup plus concernés par l'Europe. » Et c'est très partiellement vrai. Je pense qu'il ne faut pas tomber dans une vision un peu idéalisée, justement, du rapport de la jeunesse à l'Europe. Erasmus ne touche qu'une petite partie de la jeunesse. En 2014, 3 jeunes sur 4 n'ont pas voté aux élections européennes. Construisons ensemble une nouvelle Europe en intégrant les oubliés d'Erasmus. C'est un grand bonheur pour moi d'être aujourd'hui avec Irène et Alexandra, qui ont été parmi les premières à nous soutenir déjà il y a plus de 2 ans. Avant de rebondir sur ta question, je pense qu'il est important aussi de démentir les fake news. Et un de nos intervenants a dit 2 choses qui n'étaient pas justes. La première chose, c'est que Giscard avait voulu faire un traité de 200 pages, c'est pas vrai. Le président Giscard d'Estaing voulait faire un traité très synthétique, uniquement sur la dimension institutionnelle, et faire quelque chose de compréhensible pour tout le monde. Et il se trouve qu'un certain nombre de personnalités, dont Laurent Fabius, ont exigé qu'on agrège l'ensemble des traités antérieurs. C'est important à dire parce que c'est comme ça qu'on promeut des idées qui sont fausses. Laurent Fabius, qui par ailleurs a fait campagne contre. Oui. Et la deuxième chose, c'est qu'on dit l'Europe a commencé par l'économie, c'est aussi faux, complètement faux. Alors je pense qu'on a une responsabilité et que les politiques et les historiens ont aussi une responsabilité. L'Europe, elle a commencé par 4 choses. Elle a commencé d'abord par les idées. Et des gens comme Spinelli, tu as travaillé avec Altiero Spinelli, qui est vraiment un de ceux qui ont pensé l'Europe moderne pendant la guerre. Donc d'abord les idées. Et au lendemain de la guerre, il y avait partout en Europe des gens qui avaient envie de faire l'Europe de manière concrète. Ensuite, elle a continué par les droits et les valeurs, la Convention européenne des droits de l'homme. Et s'il y a des choses partagées que les Européens ne savent pas, c'est bien ces valeurs-là. L'idée que l'interdiction de la peine de mort, le respect de la vie privée, toutes ces valeurs-là, elles sont largement partagées par tous les Européens et pas du tout partagées par le reste du monde. Et c'est pour ça qu'on a une communauté de valeurs, mais personne n'en parle. Et les sondages montrent que les Européens, de l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud, les assument, les vivent. Et donc c'est ce qui fait de nous des Européens. 1950. Elle a continué par les images. 1950, l'Union européenne de radio-télévision, où on décide en fait de partager toutes nos images d'information. Et pendant des décennies, les Européens, sans le savoir, parce que pareil, personne n'a rien dit, ont eu les mêmes images. Elle a continué par la CECA, donc ce qui était interdit à la guerre, et elle s'est poursuivie par l'UEFA, le football et le sport. Parce que les Américains voulaient créer une fédération mondiale dominée. Les Européens se sont dit, ben, on va se réunir, donc la fédération allemande, française et italienne ont décidé de créer l'UEFA. Mais cette histoire-là, malheureusement, personne n'en parle, et on ne parle dans les bouquins d'histoire que de l'Europe institutionnelle. Et toute cette réalité humaine qui continue à exister, qui continue à être extrêmement puissante, elle est occultée. Comment voulez-vous donner de l'âme à l'Europe quand nos politiques sont incultes et quand beaucoup de journalistes promeuvent des fake news parce qu'ils n'ont pas une éducation européenne suffisante? Et donc le sujet, c'est qu'on révise l'histoire européenne et qu'il y ait une vraie éducation civique
pour tous. Et je peux vous dire que même des gens qui font des très beaux discours sur l'Europe n'en ont qu'une vision très partielle. Et je pense que le sujet majeur, il est là. Faisons de la politique, mais faire de la politique, c'est la police, c'est la cité. Et la cité suppose une vraie culture fondée sur des vrais fondamentaux. Et ceux-là, on ne les a pas. Pardonnez cette parenthèse. Donc tu disais que même les soldats doivent être des citoyens d'abord avant d'être des soldats. Et ça n'a pas du tout fonctionné parce que c'était beaucoup trop théorique et ils avaient besoin de modèles, ils avaient besoin de gens devant eux, de généraux qui allaient vivre ces valeurs. Et quand on n'a pas ces gens-là, ça ne fonctionne pas. Donc je pense qu'il faudrait aussi réfléchir à comment est-ce qu'on peut faire en sorte que les valeurs très théoriques deviennent des valeurs vécues. Parce que quand on regarde la politique en ce moment, je me demande à quoi ça sert de parler de valeurs qui sont très jolies, comme la prospérité, la paix, la dignité, la solidarité, quand c'est pas vraiment vécu. Voilà. Merci. Merci pour l'invitation et je m'excuse d'avoir changé le programme parce que j'ai un Thalys à 21h17 et demain matin à 8h30 je dois être à la commission pour parler et lancer une initiative des citoyens européens sur la question du respect du droit de l'état de droit. La Commission européenne a accepté il y a une semaine notre initiative citoyenne pour l'état de droit et à partir de demain, nous allons lancer une campagne pour récolter 1 million de signatures d'ici avril 2020 pour le respect du droit de l'état de droit dans tous les pays de l'Europe. Vous m'avez demandé de parler de la conscience européenne. Je partage ce que Guillaume Clossat vous a dit. Quand le projet européen naît, il est comme un projet politique. Sauf que, et ça c'est un peu le défaut du projet, il est parti comme un projet politique, mais en utilisant les instruments économiques. Et donc, les fédéralistes ont toujours considéré qu'il fallait plutôt partir certainement avec un projet politique, mais qu'il fallait construire avant une union politique, et qu'après l'union politique, on aurait pu mettre en place les instruments pour l'économie, les sociales et tout ça. Mais effectivement, depuis la création des communautés européennes, il y a eu une conscience européenne qui s'est développée parmi les citoyens. Cette conscience s'est renforcée pendant les années et effectivement, les citoyens européens de tous les pays membres qui ont augmenté, comme vous le savez, depuis le 6 jusqu'au 27 ou 28, ils ont considéré que la dimension européenne était une dimension devant laquelle on ne pouvait pas retourner en arrière. Et donc, il y a eu quelque chose qui développait, une conscience d'une nécessité de coopérer, de cohabiter, de progresser ensemble. Et pendant longtemps, cette conscience européenne s'est enracinée dans l'esprit et dans les sentiments de tous les citoyens européens. Donc c'est vrai que cette conscience a existé. On a parlé toujours d'acquis communautaire. L'acquis communautaire, parfois, on le présente comme quelque chose de bureaucratique ou de législatif ou institutionnel, tandis que l'acquis communautaire, c'est plutôt l'acquis des valeurs qui se sont développées pendant 70 ans. La question, c'est que pendant les derniers 10 ans, cette conscience européenne s'est affaiblie parce que face à toute une série de défis qui sont nés pendant les derniers 10 ou 15 ans, les citoyens européens ont considéré l'Union européenne comme quelque chose qui est devenu de plus en plus distant. Et donc, ils ont considéré que la responsabilité de cette distance, ou plutôt la responsabilité du fait que l'Union européenne n'était pas capable de donner réponse aux nouveaux défis devant lesquels on se trouve, cette responsabilité était plutôt des institutions européennes que des États membres. Je ne sais pas si vous vous rappelez cette métaphore de la libellule. Dans cette métaphore, la libellule naît au sein d'une chrysalide. Dans cette chrysalide, où il y a une chenille, cette chenille est pratiquement tuée par ses propres cellules, et à un certain moment, la libellule est capable de sortir de la chrysalide et d'évoluer et de devenir une chose beaucoup plus belle. Aujourd'hui, l'Union européenne se trouve en effet dans cette même situation de la métaphore de la libellule. On est encore au sein de la chrysalide comme une chenille, et la question est de savoir si de cette chrysalide, il y aura quelque chose de beau qui va sortir et qui va voler comme une chose très belle, ou si plutôt les cellules qui sont les États membres
pour tuer cet animal dans la chrysalide. Et l'Union européenne se trouve en fait face à cette situation d'une métamorphose où on ne sait pas si cette métamorphose va sortir avec quelque chose devant laquelle les citoyens européens vont reprendre encore une fois leur conscience européenne ou on fait des pas en arrière. Et le problème, c'est que nous nous trouvons aujourd'hui dans une situation où, pendant longtemps, nous avons considéré la construction européenne comme quelque chose d'irréversible, et aujourd'hui, il y a quelqu'un qui dit qu'effectivement, on peut retourner en arrière. Vers une nouvelle conscience européenne, c'était l'objet de notre conférence aujourd'hui. Et c'est vrai qu'à l'heure où on voit l'Europe qui à la fois régresse et progresse, on peut se poser la question de cette nouvelle conscience. Est-ce qu'il existe une nouvelle conscience européenne qui fasse que justement on puisse ancrer nos actions et aussi désirer une Europe de demain beaucoup plus ambitieuse et émotionnellement captivante. Et je crois que ce que je retiens pour ma part de cette conférence aujourd'hui, c'est que je pense que l'Europe de demain, elle a besoin de reposer sur trois choses. Elle a besoin de reposer d'abord sur la réconciliation et sur l'incarnation et sur le respect de l'histoire, puisque l'Europe, qu'elle soit politique ou que ce soit l'Europe de demain de nos cœurs, eh bien, elle nécessite une forme de réconciliation, accepter la différence, accepter que l'autre ait des valeurs différentes et accepter de réunir nos forces pour un projet commun. C'est le premier enseignement. Le deuxième enseignement de cette soirée, c'est que cette Europe, nous la voulons et elle doit se baser sur une émancipation des personnes, des individus, en créant et en faisant fertiliser des lieux où les gens puissent s'émanciper et également établir de nouvelles alliances révolutionnaires, comme dirait Raymond Van Herman. Et c'est cette dimension de émancipation et d'interdépendance, elle est au cœur du leadership de l'Europe de demain. Et puis le troisième enseignement pour moi de cette journée, c'est la question de l'interdépendance à un niveau beaucoup plus large, c'est-à-dire l'interdépendance entre les peuples, entre les différences culturelles, mais aussi interdépendance avec le vivant, vivre en solidarité et vivre même à une échelle vraiment d'écologie planétaire. Je crois qu'on a véritablement besoin de ça pour franchir un nouveau seuil de conscience européenne. Merci Jérôme. Alors peut-être justement faisons preuve d'adaptation, puisque le programme a un petit peu évolué au fil de l'après-midi. Et peut-être comme notre table ronde est une table conclusive, j'aimerais toujours tout de suite dire que vous aurez la possibilité d'adresser des questions, parce que j'ai trouvé que c'était un petit peu lourd personnellement de ne pas pouvoir faire des commentaires, et donc ça sera intéressant d'avoir vos commentaires ou vos questions si vous le souhaitez les aborder un peu plus tard. Alors pour notre table ronde, finalement on avait intitulé cette table ronde « La crise européenne », parce que tout simplement il nous semblait que pour répondre à la question vers une nouvelle conscience européenne, il fallait se poser la question de cette nouvelle conscience. On a beaucoup parlé de racines, on a beaucoup parlé finalement de racines des valeurs, mais qu'est-ce qu'on entend par valeur? Et il nous semble que nous, à l'Observatoire des valeurs, on met vraiment l'emphase sur la valeur, non pas celle uniquement qui est aspirationnelle, c'est-à-dire qui nous tire vers quelque chose qu'on souhaite, qu'on désire, mais aussi une valeur sur laquelle on peut puiser son fondement, son socle. Et ça, je crois que c'est très important de donner cette définition, parce qu'on ne peut pas en effet se satisfaire uniquement de quelque chose d'abstrait. Je crois que la table ronde précédemment a bien fait ressortir la nécessité finalement d'ancrer et de vivre nos valeurs. Et je crois que là déjà, on a un élément de réponse très fort à travers les interventions de tout à l'heure. Alors peut-être pour rentrer dans finalement ce diagnostic, parce que c'est vrai qu'à travers le diagnostic, c'est aussi une manière de trouver de nouvelles solutions, c'est-à-dire de trouver aussi de nouveaux horizons qui nous permettent de répondre à cette question d'une nouvelle conscience européenne. Est-ce qu'on vit une régression? Est-ce qu'on vit une progression? Est-ce qu'il y a des éléments
finalement dans ce problème de manque de confiance les uns avec les autres des éléments de reliance, ou pas, comment expliquer cette crise européenne. Alors, je crois que c'était important aussi avec cette table ronde d'entendre des voix d'opérationnels, de gens qui viennent d'univers assez différents, parce qu'on a beaucoup évoqué la question politique, de l'Europe politique, institutionnelle, c'était important, mais j'aimerais qu'on entende ici, quelque part, l'Europe, ses valeurs du cœur, parce que je crois qu'on a parlé beaucoup intellectuellement, mais je crois que l'Europe, c'est aussi un projet qu'on peut désirer, qu'on peut vivre émotionnellement, et donc j'aimerais aussi qu'on convoque cette dimension dans cette table ronde de cœur, qu'est-ce qui nous fait vibrer ensemble et vers où on peut aller. Alors pour commencer, Elisabeth, parce que je crois que c'est important d'avoir votre point de vue sur le diagnostic. Bon, moi, dans l'intitulé, je préfère retenir le mot crise, parce que de crise, je pense que l'Union européenne souffre. Alors, je ne sais pas si je vais exactement répondre à ce que vous attendez, mais ce que je veux dire trois choses. La première chose que je veux dire, c'est que l'Europe et l'Union européenne a été basée sur l'envie de la réconciliation franco-allemande. C'était ça, la raison d'être de l'Europe. Et bon, ici, le lieu est parfait pour en parler, je ne vais pas en parler longtemps, mais juste pour vous rappeler quand même que nous avons, on parlait de deux pays rivaux, voire ennemis. On a eu en 1870-71 la guerre franco-allemande qui comporte même le mot de franco-allemande en elle-même de cette guerre. En 14-18, bien sûr, chacun dans un camp avec des alliés puissants, une guerre particulièrement meurtrière, et à nouveau ennemi, bien sûr, en 40-45, où l'Allemagne a eu l'envie folle de vouloir dominer le monde. Et donc en 45, il paraissait impensable qu'une amitié puisse naître de cette rivalité meurtrière. Et c'est pour ça que je suis convaincue que l'Union européenne a réussi l'impossible, faire de deux ennemis, deux partenaires, avec des valeurs proches. Je ne vais pas dire communes. Alors j'ai choisi de parler de la crise, de la notion de la crise en des termes suivantes. D'abord, l'Union européenne a été fondée sur la base d'une crise extraordinaire qui était la Deuxième Guerre mondiale. C'est-à-dire que l'Union européenne s'est basée sur la réconciliation franco-allemande essentiellement. Et ça, avec succès. Donc nous avons eu toute une évolution jusqu'à l'introduction de l'euro, et ensuite nous avons eu la crise de l'euro que je considère comme une crise très grave et peut-être irréversible, parce que je ne considère pas qu'elle soit résolue au jour d'aujourd'hui. Et donc cette crise de l'euro a mis à mal les relations entre deux autres pays qui avaient réussi une réconciliation, pas la France et l'Allemagne, mais la Grèce et l'Allemagne. Cette crise, à mon avis, a encore besoin d'être réglée, et dans la construction actuelle, je ne pense pas que ça soit la chose la plus facile, pour être tout à fait honnête. Et nous passons au troisième sujet, qui est celui de la crise migratoire, qui est apparue peu après la crise de la zone euro, et qui a été un effort, on va dire, en direction des pays en crise. C'est-à-dire les pays les plus concernés par cette crise migratoire ont été les pays d'entrée, bien sûr, la Grèce et l'Italie notamment. Et donc, le geste qu'a fait l'Allemagne pour ouvrir les frontières allemandes et pour permettre à des migrants de rentrer massivement en Allemagne a soulagé cette pression sans la résoudre complètement, ce qui fait que je pense que nous sommes encore totalement en suspens. So, I believe that we are living in times of a great transition, of a metamorphosis. And in times of rapid societal change, it's very easy for us humans to want to look for an external authority, something or someone to hold on to. But if we are not looking for a religion or for an authoritarian leader, but we want to become co-creators of society ourselves, then the first thing we need to do is to find our inner compass. And that is really the secret behind the success of the transition from pre-modern to modern societies of the Nordic countries.
And that is why the Nordic countries are still perhaps the most happy, richest, and most stable democracies in the world. In the Nordic countries, we managed a very smooth transition. And it is about that transition and the secret behind that transition that my Danish colleague Lena Andersson and I have written in the book, The Nordic Secret, that you can see up there. It is a little known secret, even in the Nordic countries, that the leading intellectuals and politicians 150 years ago in the Scandinavian countries had a huge focus on inner personal development. They knew that in times of rapid transitions, it's very natural for us humans to be looking for an external authority to put our trust in. We tend to look for an Erdogan or for a Trump, for an authoritarian politician or for a dogmatic religion that can give us guidance and give us the values from outside. But these very visionary politicians and intellectuals in the Nordic countries, they did not want to be those authoritarian leaders. And they knew that the only way to build strong democracies is to build them from bottom up. And for that, you need a large portion of the population to become active and conscious co-creators of the new society. And for that, you need a population that can hold the complexity of such a transition. Not only hold the complexity, but also have an inner compass to be able to navigate this metamorphosis where you cannot find guidance from the outside. Sorry, I need to have a glass of water. So do you know what these visionary politicians did in order to create a lot of active citizens that could act as co-creators of the democratic society? They actually created retreat centers for personal inner growth. It's a little known fact, even now in the Nordic countries, that by the turn of the last century, year 1900, there were 100 retreat centers created in Denmark, 75 in Norway, and 150 in Sweden, where young adults, after having worked for a couple of years, so they were probably in the beginning of their 20s, could spend with state subsidy up to 6 months in retreat in order to find their inner compass and be grounded in themselves enough to become conscious co-creators of democracy. And when this was at its height, up to 10% of each young generation participated in one of these 6 months retreats. Part from finding your inner compass, the retreat also gave you knowledge about the new technologies that were coming, so you should be able to embrace the technological development of industrialization instead of fearing it. And they also gave you the tools for basic civil society participation. How to start an NGO, how to write a speech, how to publish an article. Donc nous sommes à un moment extraordinaire de l'histoire, celui de la fin d'un monde et celui du début d'une nouvelle civilisation planétaire.
qui devra rencontrer des enjeux climatiques et sociaux importants. Et l'Europe a un rôle tout à fait déterminant à jouer dans ce cadre, parce qu'elle est peut-être mieux à même que d'autres de redécouvrir chaque jour l'importance de ce que sont les solidarités, parce que nous savons peut-être mieux que les autres que nous sommes interdépendants, et aussi parce que nous avons en Europe des expériences, notamment des pays nordiques, qui nous montrent que l'on peut vivre très bien en vivant peut-être d'une façon nouvelle, moins dépendante sur le plan économique et financier que nous l'avons été des grandes multinationales et de certains enjeux financiers. Nous sommes les observateurs et les acteurs de la fin d'un monde. La fin d'un modèle économique, la fin d'un modèle industriel, la fin d'un modèle financier, la fin d'une certaine forme de démocratie. Et en face de ça, nous sommes aussi en face de risques majeurs sur le plan écologique. Chacun connaît maintenant les tenants et les aboutissants, on parle des 9 limites planétaires. Face à ça, ce sont des problèmes planétaires. Il y a 2 grands camps qui se sont créés et que nous pouvons voir tous les jours agir. Il y a le camp qui est celui de l'effondrement et le camp de ceux qui sont les prédateurs à partir de cet effondrement. Et les prédateurs sur cet effondrement, c'est évidemment Trump, c'est tous ses partenaires, c'est tous ses partisans dans l'Union européenne qui veulent la destruction de l'Union européenne telle qu'on l'a connue. Ce sont aussi, comme vous le savez, des alliances très curieuses entre Trump et Poutine, présenté comme étant le parrain de l'extrême droite en Europe. Bref, il y a une forte coalition de représentants et de dirigeants de différents pays, y compris dans l'Union européenne, en Italie, en Hongrie et bien dans quelques autres, qui sont aujourd'hui, à partir d'ailleurs des mêmes valeurs et les mêmes racines, valeurs dites chrétiennes, qui ont une autre vision de l'Europe que celle que sans doute la plupart d'entre nous partagent. Et en face de cette grande coalition qui veut démanteler et transformer dans un sens plus individualiste, où on fait disparaître le multilatéralisme de telle sorte que les négociations ne soient plus jamais qu'entre 2 acteurs et que c'est évidemment celui qui est le plus fort qui emporte la négociation. Face à cette coalition-là, il y a une autre coalition, celle qui est en train de faire émerger une nouvelle civilisation. Et son angoisse, c'était de trouver son pouvoir le partager. Nous, on a une chance ici, dans cette salle, c'est qu'on peut communiquer, et on pourra communiquer mieux en mieux, parce que les jeunes pour lesquels on a fait le clip, eux, ils vont connaître dans 5 ou 10 ans la capacité d'échanger sans problème de langue, justement. Dont on parlait tout à l'heure, parce que déjà, vous savez, quand on est dans certains pays, on parle dans le téléphone, on fait écouter au chauffeur de taxi, etc. Mais tout ça va s'installer d'une façon extrêmement fluide, où chacun pourra parler sa langue, parce que ce qui caractérise ces jeunes, c'est que c'est une génération mondiale. Pour la première fois de l'histoire de l'humanité, une génération se vit mondialisée. Je ne sais pas s'ils vivent l'européen ou pas, c'est peut-être ça la difficulté, mais en tout cas, ils partagent au niveau mondial les jeux, la nourriture, la musique, et bientôt, ils pourront se parler quand ils chattent, vous savez, en jouant, y compris à Fortnite, où ils sont 200 millions sur Fortnite chaque jour. Et ça va changer complètement la donne, c'est l'ouverture de la richesse de la langue. Et en tout cas, pourquoi je parlais d'Hawkins? Parce que vraiment, nous, on n'a pas peur de perdre cette communication, et je crois que fondamentalement, il faut effectivement, comme il disait très bien Raymond, qu'on enrichisse ces alliances, et surtout qu'on parle, qu'on s'écoute, etc. Parce que toutes les grandes bêtises, elles naissent quand même de la méconnaissance de l'autre. Voilà. Et pour bien se connaître, il faut qu'on mange et qu'on boive ensemble.